Goma. En outre, plusieurs sections du bureau terrain de Goma, en collaboration avec le représentant du gouverneur du Nord Kivu, ont initié une série de sessions de formation axées sur le rôle des femmes dans la protection des civils dans le territoire de Nyiragongo. Des formations similaires se poursuivront à Munigi du 6 au 7 mai et à Sake du 11 au 12 mai. À Goma toujours, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a clôturé la semaine dernière une session de formation sur le monitoring des violations des droits de l'homme en collaboration avec la coordination nationale aux droits de l'homme, représentée par des participants venus de 3 provinces, à savoir le Maniema, le Nord et le Sud Kivu. Les échanges et les discussions ont porté sur comment multiplier des stratégies sur la protection des sources, la protection des témoins, la protection des victimes, mais aussi la protection des défenseurs des droits de l'homme eux-mêmes. Au Kasaï, la police des Nations Unies a remis 3 conteneurs préfabriqués dans le cadre de la lutte contre l'insécurité et le grand banditisme dans la ville de Kananga, à la police nationale congolaise donc. De même, dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui en matériel bureautique et informatique au pool de formateurs de la PNC du Kasaï central, une cérémonie officielle a été organisée pour la remise d'un lot d'équipement d'une valeur de 10 000 $ à la PNC du Kasaï central. Enfin, une cellule de détention féminine à l'unité de police P2 de la ville de Kananga, d'un coût de 9 500 $, a été inaugurée en présence des autorités de la province. À Kinshasa, dans le cadre de l'acte d'engagement du plan d'action triennal de lutte contre les violences sexuelles au sein de la police nationale congolaise, une formation au profit de 40 cadres de commandement a été organisée avec le département de protection de l'enfant et de prévention des violences sexuelles de la direction de sécurité publique. Cette activité a été organisée en concert avec l'unité genre de la police des Nations Unies. Cette formation vise à accélérer la mise en pratique de la politique du gouvernement de tolérance zéro en matière de violences sexuelles au sein de la police nationale congolaise. Je donne tout de suite la parole à mon collègue du bureau du porte-parole militaire à Goma pour un point sur la situation sécuritaire. Merci Mathias, bonjour tout le monde. Donc en ce qui concerne les activités de la force des dernières semaines, la force a continué de mener des opérations dans ces zones de responsabilité en réagissant énergiquement aux incursions des groupes armés qui se sont récemment avérés en augmentation à divers endroits. La force a pu mener au total 4266 activités opérationnelles, dont des patrouilles de jour et de nuit, des patrouilles conjointes, des escortes et des reconnaissances aériennes. La force a continué de travailler en étroite coordination et coopération avec les forces de sécurité de l'État pour assurer la protection des civils. En outre, la force a utilisé ses ressources de génie militaire pour participer à divers projets d'appui à la population en étroite coopération avec le gouvernement local, tels que le renforcement de la route Guina-Fatake, route nationale 27, l'amélioration d'un pont à Boudana, la réfection d'un pont à Sangui et la réhabilitation rapide des voies de service à l'aéroport de Bunia. Ces activités témoignent de la détermination et de l'engagement de la MONUSCO envers le peuple de la RDC et le mandat de l'ONU. Au niveau opérationnel, les unités de la brigade d'intervention de la force ont continué à mener une action rapide et vigilante en lançant des forces de réaction rapide dans des zones vulnérables ciblées pour dissuader les groupes armés et protéger la population. Les autres forces de la MONUSCO de la brigade ont également mené des opérations conjointes avec les FARDC pour empêcher les incursions ennemies, déjouer les crimes, dominer la zone des opérations et anticiper tout problème de protection des civils. La présence constante des forces dans les principaux points chauds a assuré la sécurité dans la zone et garanti la liberté de mouvement. Dimanche le 25 avril, après avoir été informé d'une attaque des présumés ADF dans le village de Mandombi, les troupes de la brigade d'intervention ont rapidement déployé des patrouilles aux côtés de leurs partenaires FARDC. Cette intervention a limité les dommages qui auraient pu survenir. Aussi, dans la nuit de lundi 26 avril, alors qu'ils répondaient à une alerte dans le village de Choubert, sur le territoire de Mahagi, des soldats de la paix de Bangladesh ont ouvert le feu pour repousser une attaque de membres présumés de la milice du Kodiko, qui venait de blesser de civils. Sous la forte présence de la force de la MONUSCO, les assaillants présumés ont fui le village, où les casques bleus ont patrouillé toute la nuit pour empêcher tout acte de représailles.
Dans le cadre des efforts de collaboration, une réunion de coordination a eu lieu le 28 avril 2021 entre le commandant de la force par intérim de la MONUSCO et le commandant adjoint des FARDC chargé des opérations. La réunion a porté sur la situation actuelle en matière de sécurité sur le territoire de Béni. Ces genres de réunions garantissent que les opérations conjointes organisées atteignent les objectifs escomptés. La MONUSCO également est en train de construire une base militaire pour les troupes des FARDC à Kididioui, entre autres, afin de renforcer la présence des forces congolaises sur ce territoire et de mieux protéger les civils. Cela permettra aux FARDC de mieux s'installer afin de sécuriser les différents emplacements qui bénéficieront d'une telle initiative. Les actions des secteurs dans les zones sensibles ont permis de dissuader et atténuer la menace et la violence, tout en assurant la sécurité et la protection des civils. La présence des casques bleus a assuré la protection et la stabilité locale avec des patrouilles de domination robustes, un engagement efficace contre les groupes armés et un soutien constant aux forces de sécurité locales. Les forces de la MONUSCO dans le secteur nord et la FIB, après avoir été ciblées par des groupes armés, ont fermement riposté et ont réussi à repousser les attaques. La force encore poursuit tous ses efforts pour soutenir et promouvoir son mandat pour apporter la stabilité et la paix en RDC. Enfin, la force a déployé une unité de combat à Kahulolo, au sud Kivu, pour protéger les civils récemment déplacés. Ainsi, mon intervention prend fin. Merci pour votre attention. À vous, Mathias. Merci beaucoup, Mohamed. Avant de donner la parole à notre invité, je voudrais vous rappeler que lundi a été célébrée la Journée internationale de la liberté de la presse. Dans son message pour l'occasion, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a souligné qu'un journalisme libre et indépendant est notre meilleur allié dans la lutte contre les informations fausses et trompeuses. Aujourd'hui, nous célébrons le 30e anniversaire de la déclaration de Windhoek pour le développement d'une presse africaine libre, indépendante et pluraliste. Bien que les médias aient radicalement changé ces 30 dernières années, l'appel urgent lancé dans la déclaration en faveur de la liberté de la presse et du libre accès à l'information est plus pertinent que jamais. Enfin, vous avez vu que lundi a marqué la fin de la 12e épidémie de la maladie à virus Ebola en RDC, 3 mois seulement après la notification du premier cas au Nord Kivu. L'épidémie d'Ebola qui a réapparu en février est survenue 9 mois après qu'une autre épidémie dans la même province avait été déclarée terminée. L'Organisation mondiale de la santé félicite les autorités de la RDC et les agents de santé sur le terrain pour leur réponse rapide qui s'appuie sur l'expérience du pays dans la lutte contre les flambées d'Ebola. Cette épidémie est la 4e que le pays connaît en moins de 3 ans. 11 cas confirmés et 1 cas probable. 6 décès et 6 guérisons ont été enregistrés dans 4 zones de santé du Nord Kivu depuis le 7 février. Dans un communiqué, le coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo, David McLachlan-Carr, a souligné que la fin de l'épidémie signe le début des activités post-Ebola. Un nouveau plan post-Ebola est en cours de finalisation et viendra renforcer le précédent. Nous espérons que la maladie à virus Ebola ne reviendra plus en RDC, mais si c'était le cas, les équipes sur place ont toutes les compétences et les moyens d'y faire face, a déclaré M. McLachlan-Carr. Je donne maintenant la parole à la représentante adjointe de l'UNICEF en RDC, Katia Marino. Merci beaucoup Mathias. Bonjour à tout le monde. Merci pour m'avoir invité à cette conférence de presse. Donc, comme vous le savez, depuis le 26 avril, un communiqué de presse est sorti où l'UNICEF condamne l'utilisation et la manipulation des enfants à des fins politiques en République démocratique du Congo. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, donc l'UNICEF, plaide pour que le gouvernement de la République démocratique du Congo prenne des mesures appropriées pour prévenir l'utilisation et la manipulation des enfants à des fins politiques. L'UNICEF rappelle également à la population que les enfants ne devraient pas être utilisés dans des manifestations populaires. Nous exhortons les leaders des partis politiques partout dans le pays de cesser d'utiliser les enfants en les manipulant de diverses manières. Ces actes constituent une violation des droits de l'enfant, dans la mesure où ils affectent notamment le rythme et la présence des enfants à l'école. Elles peuvent faire courir aux enfants des risques élevés.
L'UNICEF et les acteurs de protection de l'enfant ont en effet été alertés par des incidents affectant des enfants pendant les manifestations, dont des blessures par balle, des incarcérations d'enfants et même des décès. Nous lançons un appel aux autorités et toutes les forces vives du pays, y compris à la société civile et aux parents, pour qu'ils redoublent d'efforts afin d'appuyer les acteurs de la protection de l'enfance dans leur lutte contre la manipulation des enfants à des fins politiques, manipulation qui les expose à des risques importants de violence ou d'arrestation en violation des dispositions de la loi portant sur la protection de l'enfant, mais aussi de la Convention internationale des droits de l'enfant. L'UNICEF plaide pour l'instauration d'un environnement protecteur qui contribuera à prévenir et à combattre la violence, la maltraitance et l'exploitation des enfants afin d'assurer la survie et l'épanouissement des enfants, moyennant une tolérance zéro pour toutes les formes de violence à leur égard. Merci beaucoup. Merci beaucoup Katia, et j'ajoute que la représentante spéciale Bintou Keita réitère son soutien total à l'appel lancé par l'UNICEF concernant cette utilisation et cette manipulation des enfants à des fins politiques. Elle rappelle que la protection et l'intérêt des enfants doivent être au cœur de nos préoccupations. Nous allons maintenant entamer la séance de questions-réponses. Est-ce qu'il y a d'abord une question pour notre invitée de l'UNICEF, Katia Marino? Oui. Merci pour le droit de la parole. C'est Saint-Germain Ebengo pour le compte de patrinews.net. Vous avez déploré la diminution du nombre des enfants dans les instances scolaires à cause des manipulations politiques. Ça m'ouvre une fenêtre d'opportunité pour connaître le point de vue de l'UNICEF par rapport à la gratuité présidentielle. Merci. Merci beaucoup pour la question, une question très pertinente car la place des enfants justement est à l'école. L'école garantit le développement de l'enfant et donc forme les citoyens de demain pour un Congo plus fort. Donc l'UNICEF, comme peut-être vous le savez, appuie le gouvernement, en l'occurrence le ministère de l'Éducation au niveau national et au niveau provincial dans le programme de gratuité scolaire. Notamment, nous avons à travers des fonds, des différents bailleurs de fonds, déjà construit tout un certain nombre, plus de 500 salles de classe, et il y en a des autres que sont planifiées pour l'année 2021, plus de 500 de nouveau, donc dans presque toutes les provinces de l'RD Congo, pour pouvoir justement accueillir tous ces enfants qu'ils ont rejoint les bancs d'école grâce à la gratuité. Mais comme vous le savez, les classes sont beaucoup engorgées, et donc c'est comme ça que c'est important d'élargir l'espace des écoles avec des salles de classe additionnelles pour pouvoir bien accueillir ces enfants. Merci. Merci beaucoup. Prince, est-ce que c'est Prince? Je ne sais pas, je ne reconnais pas sous le masque. 7 sur 7. Non, c'est pas Prince. C'est vous alors, mais c'est vous quand même qui avez la question si vous voulez. Non, la question c'est pour un autre sujet. Non, allez-y. N'importe quel sujet, français ouvert, allez-y. Merci pour la parole. C'est Jefté Kitita pour le compte de 7 sur 7.cd. Ma question, c'est en rapport avec la proclamation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Vous l'avez évoqué, vous avez même dit que la représentante spéciale a rencontré les chefs de l'État hier. Nous voulons savoir, avec cet état de siège, quel sera le rôle de la MONUSCO dans ces deux provinces, l'Ituri et le Nord Kivu? Merci. Eh bien, c'est ce qui a été au cœur de la discussion d'hier avec le président. Le soutien de la MONUSCO, évidemment, continue.
état de siège ou pas, nous avons un mandat qui est de venir en aide, de soutenir l'armée congolaise, de soutenir la police nationale congolaise. Et dans l'application de cet état de siège, nous allons être constructifs et nous allons être également vigilants à ce que les droits fondamentaux soient respectés. Nous avons pris note que hier, le porte-parole de l'armée, le major général Kassonga, je crois, j'espère que je ne me suis pas trompé sur son grade, a pris des engagements en ce sens et évidemment on s'en félicite. Nous continuerons à apporter notre soutien autant que possible à l'armée congolaise parce qu'évidemment il est dans l'intérêt de tous que la situation s'améliore dans ces deux provinces en particulier. On va aller à Goma pour une question. On vous écoute, comment? Ma question, je l'appelle. Moi, c'est Jeanne Chabani de Michapi Voice TV. Au porte-parole militaire, j'aimerais savoir, toujours dans l'angle de l'état des sièges, est-ce que l'armée de la MONUSCO ou la MONUSCO va aider les nouveaux militaires qui vont occuper les postes civils? Et si oui, pendant les opérations, est-ce que les journalistes également auront accès, comme vous l'aviez dit, dans les points de presse passés? Bon, merci pour cette question. Donc, comme il a dit le porte-parole de la mission, nous avons un mandat, quelles que soient les circonstances. Donc, nous avons un mandat à suivre. Et parmi les clauses de ce mandat, c'est le soutien des forces, des FARDC. Donc, nous allons continuer toujours à soutenir nos confrères des FARDC dans les opérations qu'elles mènent. Donc, c'est ma réponse pour cette question. Si Mathias, il a des choses à ajouter, merci. Non, je pense qu'il est clair. Merci porte-parole militaire. Il est clair que c'est une décision souveraine. C'est une disposition constitutionnelle. C'est une décision qui a été prise par le président. Donc évidemment, nous, on se place toujours dans une logique de partenariat et de soutien, et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que ces opérations, ces nouvelles dispositions soient aussi efficaces que possible pour neutraliser les groupes armés. Avec aussi, à notre sens, c'est important de le rappeler, en plus d'opérations militaires, il faut toujours accompagner la restauration de l'autorité de l'État pour faire en sorte que les opérations militaires ne soient pas des coups d'épée, on va dire, dans l'eau, ou des opérations coups de poing qui permettent des avancées immédiates, mais qu'elles soient aussi l'instrument qui permette de ramener l'autorité de l'État sur tout le territoire de la RDC, car c'est ainsi qu'on va réussir à construire une stabilité à long terme dans ce pays. On va aller à Béni. Béni, pour une question? Oui, à Béni, je m'appelle Kao Ankoy, je suis de la radio-télévision Rwanzuru Béni. Et au porte-parole de la mission, nous voulons savoir quelle est la particularité de la mission des troupes kenyanes qui sont annoncées ici à l'Est et à l'UNICEF. Ici, à Béni, les enfants disent qu'on ne fait que sauver l'année scolaire, mais on ne sauve pas l'éducation. Et comment l'UNICEF compte accompagner ces enfants de Béni? D'accord, je vais commencer si vous voulez bien. Le Kenya, effectivement, participe à la brigade d'intervention. Comme vous le savez, nous avons le Conseil de sécurité nous a accordé 4 unités de réaction rapide qui sont des structures qui sont plus flexibles et à notre sens plus adaptées à la guerre asymétrique, comme on dit, contre les ADF, avec aussi les contraintes d'accès qui existent dans la région du sud de l'Ituri et du Rwenzori. Donc le Kenya, en plus d'autres pays, notamment du Népal, fournit une de ces unités de réaction rapide. Et évidemment, c'est un signe de solidarité avec la République démocratique du Congo et avec la MONUSCO, avec ce qu'on essaye de faire dans ce pays. Je laisse à Katia le soin de répondre sur l'éducation. Oui, merci. Je dirais que les enfants, ils voient toujours un peu plus loin. C'est très très bien ça, parce que effectivement, à court terme, pour cette année scolaire, c'est impératif de
essayer de le porter à terme. On est au dernier trimestre, il faut que les enfants qui doivent faire les examens, ils fassent leur TENAFEP, qu'on progresse. Parce que l'accès à l'éducation, ce n'est pas seulement être donc enregistré à l'école, mais aussi c'est de fréquenter et terminer l'année scolaire pour progresser. Ça, c'est très important. Donc, ça, c'est le premier pas. Mais à long terme, nous n'avons jamais cessé, et ce n'est même pas seulement l'UNICEF, mais les deux autres agences des Nations Unies, la plus connue aussi pour l'éducation, c'est sans doute l'UNESCO. Nous avons toujours appuyé les autorités, comme je le disais tout à l'heure, nationales et provinciales, j'ai cité donc la réhabilitation des salles de classe additionnelles, je peux citer l'accompagnement donc dans le renforcement des capacités des enseignants, l'équipement des fournitures scolaires pour les enfants, pour les enseignants, des formations plus basées sur les violences faites aux genres et donc dans les écoles. Donc il y a toute une série de mesures et d'activités qu'ils se font à différents niveaux et jusque même avec les comités des parents d'élèves pour les sensibiliser à l'importance de l'éducation des enfants et des filles, qu'ils sont, disons, ils soutiennent les efforts nationaux pour, comme il disait, les enfants, essayer de sauver l'éducation. Merci. Merci, on revient ici à Kinshasa. Je crois qu'il y a une question juste devant toi, Cynthia. C'est Fabrice Lukamba de libertéplus.net. Je m'adresse à Madame Katia. Pas plus tard que la fois passée, nous avons appris que certains enfants qui manifestaient, notamment à Beni, pour réclamer la paix dans cette partie du pays, étaient interpellés. Est-ce que on peut... quelle est votre réaction, la réaction de l'UNICEF? Merci. Interpellés. Voilà. Oui. Donc, bon, vous l'avez entendu aussi dans le communiqué tout à l'heure, la tolérance contre n'importe quelle violence faite aux enfants, ça reste zéro. Les droits des enfants, il vient donc d'abord et première, c'est notre première préoccupation à l'UNICEF, que les droits des enfants soient respectés. Et sans doute, nous continuons, nous avons fait un plaidoyer avec le cluster de la protection des enfants, le cluster protection de l'enfance pour continuer le monitoring et la documentation, disons, de ces incidents commis à l'égard des enfants. Et nous avons entamé un dialogue avec les autorités politiques et aussi les forces de sécurité pour que les principes de protection de l'enfant soient respectés. On a à travers tout un réseau donc d'assistants sociaux et de communautés protectrices des enfants. On a aussi sensibilisé ces instances à la protection de l'enfance, et c'est que aussi, on disait tout à l'heure, le fait que la place des enfants est à l'école, et si les enfants sont à l'école et pas ailleurs, nous ne trouverons pas dans certaines situations. Merci. Merci. Venant. Merci Mathias pour la parole. C'est Venant Voudissa de la RTNC. Ma question s'adresse à Madame de l'UNICEF. Après vos enquêtes minutieuses, êtes-vous arrivé que ce sont des politiciens qui sont à la base, qui utilisent les enfants à des fins politiques, ou c'est peut-être eux-mêmes les enfants qui s'y intéressent? Est-ce que vous avez des preuves que ce sont des politiciens qui les utilisent, ou il va de l'intérêt des enfants à se mixer dans des situations politiques afin de gagner quelque chose? Merci.
cher monsieur, merci pour la question. Moi, j'ai des preuves que les enfants, ils ne sont pas à l'école. Hein. Ça, je peux vous rassurer, ils ne sont pas là et c'est là qu'elles devraient être. Et nous avons reçu des données seulement, pas toujours par le classeur de la protection de l'enfance, par rapport aux enfants que on était blessés par balle, 7 enfants incarcérés, 117, décès d'enfants 1 et des bâtiments et des infrastructures incendiées 17. Donc ça, c'est les données que j'ai et sans doute une diminution, les écoles fermées et l'absentéisme qui à la fin provoque la déperdition scolaire. C'est ça vraiment que on a des données. Voilà. Merci. Merci, on va retourner à Béni pour une deuxième question. Béni. Oui, c'est Sébastien Kitsamoussa, il est effectivement à Jassi. Ma question s'adresse au porte-parole militaire. Pendant que les massacres de la population civile persistent encore dans la région de Béni, pensez-vous que la construction de la base militaire à Kidibiwe était une priorité pour la protection de la population civile et la restauration de la paix dans ce coin de Béni? Merci pour votre question. Bon, la construction d'une base militaire pour les FARDC est toujours utile parce qu'ils vont s'installer, ils vont avoir un pied sur le terrain. Doivent être, ils auront une base arrière là où ils ont la possibilité de faire leurs activités qui sont pré-opérationnelles bien sûr. Donc la construction d'une base est toujours utile pour les FARDC. Parce que cette base je crois, était occupée par les rebelles. Donc, la construction d'une base est toujours utile pour une armée. Donc, ça lui permet d'avoir une assise pour déposer sa logistique et tout ça. Donc, merci. Absolument, merci, merci pour cette réponse. J'ajouterais pour une perspective un peu historique que les opérations militaires contre les ADF ont souvent permis de déloger les ADF, mais qu'ensuite c'est justement l'incapacité de l'armée congolaise à tenir ses positions qui a permis aux ADF de se regrouper et de recréer leur réseau. Donc c'est pour ça qu'il est absolument impératif d'asseoir, comme l'a expliqué mon collègue militaire, d'asseoir la présence des autorités de l'État et notamment des FARDC dans ces zones afin de prévenir un éventuel regroupement ou une éventuelle reconstitution des ADF de manière plus permanente. Et il semble que cette base, en tout cas, réponde à un besoin à la fois des FARDC, parce que c'est pas nous qui avons décidé unilatéralement où nous nous installons, c'est évidemment un dialogue et une coopération avec l'armée congolaise, et qui permet bien d'être présent et d'apporter le soutien que eux-mêmes réclament. On va rester à Goma, s'il y a encore une question à Goma. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mon nom c'est Jacques Kibouika, je suis le responsable de la rédaction de Manuel Télévision ici à Goma. Ma question est adressée au porte-parole militaire. Essaie de savoir, aujourd'hui, la mission des Nations Unies, la MONUSCO, est au Congo pour la protection des civils. Mais il y a l'État congolais qui fait recours à un autre pays, presque pour la même mission, pour venir combattre et protéger les civils. Est-ce un aveu d'échec ou si tel est le cas, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui qu'est-ce qui a causé cet échec? Merci. Excusez-moi, de quel pays vous parlez, monsieur? Je parle bien des Kenyans qui vont venir tout de suite. Oui, je pense que j'ai répondu. Excusez-moi de vous interrompre, mais je pense que j'ai répondu. Le Kenya envoie des troupes dans le cadre de la MONUSCO et de la brigade d'intervention. Ah, ok. D'accord. On va rester à Goma, du coup. Ok, c'est bon? Ouais, là j'ai compris. Okay. Je suis Jackson Moutima, journaliste indépendant ici à Goma. J'ai suivi Mathias au nom de la MONUSCO, se féliciter de la prise en compte dans le programme du gouvernement congolais, du programme de désarmement, de mobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation. Et alors, je voudrais savoir pratiquement comment la MONUSCO va s'y prendre pour intervenir aux côtés du gouvernement congolais pour la mise en œuvre de ce processus.
Bon, vous savez, il y a en matière de DDRCS, c'est un des grands défis du Congo. C'est évidemment pas le dossier où on a fait des avancées les plus marquantes, pour dire les choses de manière très sincère. Nous avons besoin aujourd'hui d'une ordonnance de la part du gouvernement, justement, d'une direction nationale pour pouvoir soutenir ce programme de DDRCS. Ce dont nous nous félicitons, c'est que le Premier ministre a effectivement pris un engagement personnel pour donner la priorité à ce programme. Donc nous attendons de voir comment cela peut être mis en œuvre. La MONUSCO a toujours soutenu les programmes de DDR. La dimension communautaire, c'est quelque chose que nous poussons depuis longtemps pour permettre une réintégration des anciens combattants dans leur communauté d'origine, sans récompense au grade ou par une intégration dans les forces armées, parce qu'à notre sens, ça n'a pas porté ses fruits et ça n'a pas permis d'atteindre un niveau de stabilité dans le pays. Et nous avons plusieurs structures. Nous avons un fonds de stabilisation qui a des fonds qui sont mobilisés pour soutenir cette approche communautaire. Et nous avons également, évidemment, les agences des Nations Unies qui vont travailler avec nous, parce que c'est pas la MONUSCO uniquement qui va faire la réintégration communautaire, c'est évidemment l'équipe pays des Nations Unies, donc l'UNICEF ou d'autres agences, qui vont apporter un soutien aux communautés qui réintègrent des anciens combattants pour que justement les bénéfices de la paix bénéficient justement à la population qui accueille et qui réabsorbe les anciens combattants. On revient ici à Kinshasa pour une question. Est-ce qu'il y a une question ici à Kinshasa? Non? Alors on revient à Béni. Béni, encore une question? Voilà, je suis Samuel Sirassi de la radio La Voix de l'IOS de Béni. Vous avez rappelé que le 3 mai, c'était la journée mondiale de la liberté de la presse. L'instauration de l'état d'urgence dans les provinces du Nord et Sud Kivu, logiquement, la presse va aussi se voir subir certaines restrictions. Je voudrais savoir comment la MONUSCO compte accompagner la presse pendant ce moment pour mettre celle-ci à l'abri des diverses poursuites ou éventuelles poursuites. Merci. Merci pour la question. Je pense qu'il est un peu tôt pour nous de commenter la mise en œuvre particulière, on va dire, de certaines dispositions de l'état de siège. C'est l'état de siège, hein, pas état d'urgence. Je pense qu'il y a les deux dispositions existent dans la Constitution, mais ici c'est l'état de siège. Ce qui est certain, c'est que la MONUSCO est attachée à la liberté d'expression, évidemment à la liberté des médias, et que nous allons accompagner de manière, comme je l'ai dit, constructive le gouvernement dans la mise en œuvre de cet état de siège, mais nous allons aussi l'accompagner avec une certaine vigilance sur le respect de certains droits fondamentaux qui doivent être préservés, même dans la perspective d'un état de siège. Est-ce qu'il y a une question encore à Goma? C'est Jackson. À Mouchima, je voulais m'adresser à Madame Katia. C'est par rapport à ce qui se passe dans le plateau de Kalehe, au sud Kivu, où il est signalé des tensions fortes entre deux communautés, dont les Batemo et les Hutus. On signale également des violences graves, entre autres morts d'hommes, incendies et pillages de maisons, un hôpital à Mubugu et à Katasoma. Il y a des enfants qui ne font pas à l'école, il y a vraiment des familles qui sont dans des conditions tellement critiques. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez cette situation? Est-ce que vous envisagez quelque chose pour que la calmie puisse y régner? Oui, merci beaucoup. Oui, nous connaissons la situation, les urgences de Calais comme autre urgence en Ituri, bien sûr, dans le pays, surtout à l'Est. Malheureusement, il y a beaucoup d'urgences humanitaires à faire face et beaucoup de souffrances des populations et des enfants, comme vous le dites si bien. L'UNICEF, avec des autres agences aussi des Nations Unies, nous avons des mécanismes d'intervention rapide pour faire face aux urgences, comme on le dit, de la première ligne. Donc, mais tout ça,
c'est possible à être déployé justement quand il y a l'accès humanitaire qui est ouvert, et donc quand les équipes, soit de l'UNICEF ou conjointes avec les partenaires que nous travaillons avec, ils peuvent se rendre sur place, faire un état des besoins et bien sûr répondre en première lieu aux besoins qui sauvent la vie, on dit, non, le life saving, et après ainsi de suite aux besoins de services sociaux de base comme l'éducation, l'eau, l'assainissement, la nutrition et la santé. Donc c'est comme ça que d'habitude nous intervenons s'il y a l'accès sécuritaire, bien sûr. Oui, d'ailleurs, vous faites bien de rappeler cette situation dans le sud Kivu. Il y a effectivement plusieurs milliers de personnes qui ont été déplacées, qui sont à la Bouéguera. Comme mon collègue de la force l'a souligné, nous avons déployé une base temporaire à Kaololo, au sud Kivu, justement pour essayer de rétablir la situation sécuritaire dans cette zone, parce que sans une situation sécuritaire relativement stabilisée, c'est très difficile pour nos partenaires humanitaires de travailler. C'est malheureusement une réalité douloureuse qui existe sur les hauts plateaux, qui existe donc dans le territoire de Calais. On essaye de travailler en se déployant de la manière la plus flexible possible et au plus près des populations qui sont prises au piège de ces milices qui se battent malheureusement souvent sur une base ethnique. Et il est évident qu'on doit accompagner ce travail sécuritaire d'un travail sérieux de réconciliation entre les communautés. Et c'est un travail dans lequel les communautés elles-mêmes, évidemment, doivent s'engager pour tourner le dos à la violence afin de permettre aux partenaires, et notamment aux partenaires humanitaires et de développement, de se déployer. Est-ce que nous avons encore une question ici? Encore une question? Bon, il n'arrête plus. Cynthia, merci. Merci une fois de plus pour l'octroi de la parole. C'est demain qui entrera en vigueur l'état de siège décrété par les chefs de l'État. Je voulais savoir son impact sur la résolution en vigueur du Conseil de sécurité qui donne mandat à la MONUSCO. L'impact de l'état de siège sur la résolution en vigueur. Votre réponse à la question. Comme je l'ai expliqué, cette disposition est une disposition constitutionnelle qui existe. C'est un outil que le président a décidé d'utiliser pour ramener la stabilité et la sécurité. Donc c'est évidemment une décision souveraine qu'on respecte. C'est effectivement une décision qui peut avoir des implications pour l'assistance humanitaire, pour certains droits. Et donc, encore une fois, nous, on va s'engager, comme l'a fait la représentante hier dans sa réunion avec le président, d'une manière qui est à la fois constructive et vigilante pour soutenir les efforts des forces de sécurité et du gouvernement congolais dans son ensemble. Nous sommes évidemment déterminés à soutenir autant que possible toutes les solutions qui peuvent être trouvées dans le respect des libertés fondamentales, mais nous sommes vraiment engagés à faire en sorte que notre soutien permette à l'armée congolaise et à la police et plus largement à l'État congolais de gagner cette bataille contre les groupes armés et les milices. C'est effectivement le fondement de notre présence dans ce pays. Est-ce qu'on a encore une question peut-être à Béni? Oui, il y a une question. Oui, je suis Nicolas Ekila, journaliste de 24h News. Ma question s'adresse à la représentante de l'UNICEF en République démocratique du Congo. On a plus de 20 000 personnes déplacées ici à Béni. Ils ont quitté leur village à cause de l'insécurité. Parmi ces déplacés, il y a plusieurs enfants qui ne vont pas à l'école, faute de moyens causés par l'insécurité, la guerre dans la région. Qu'est-ce que l'UNICEF pense pour aider ces enfants qui restent toujours à la maison? Merci. Donc, on le disait tout à l'heure, donc vous parlez de 20 000 personnes déplacées, parmi eux des enfants, on le disait tout à l'heure, quand il y a l'accès, normalement, surtout dans l'éducation, il y a tout un programme, que c'est on dit de l'éducation en situation d'urgence,
vous aurez vu parfois souvent quand les écoles sont détruites, on fait des centres d'apprentissage temporaires, soit-elles avec des tentes, avec des matériels locaux, on fait des espaces d'enfants pour les protéger. On essaye de travailler dans les communautés environnantes, là où donc pour travailler d'une façon aussi un peu plus durable, disons, et avec les communautés. Donc, c'est des programmes qui sont là. Maintenant, je vous reposerai la question à vous. Est-ce qu'il y a l'accès sécuritaire? Est-ce qu'il y a de l'accès humanitaire? Alors, hors d'aujourd'hui, Beni, c'est vaste. Je ne sais pas exactement de quelle zone vous parlez, mais la condition numéro 1, comme il le disait Mathias tout à l'heure, c'est d'assurer que les partenaires, ils peuvent se déployer en toute sécurité pour aider la population. Venant, si vous avez une question, il reste 1 minute 30, donc il faut être très rapide, s'il vous plaît. Oui, c'est Venant vous dit ça. Mathias, êtes-vous convaincu qu'avec l'apport des troupes, la force de frappe des troupes kenyanes, vraiment l'insécurité sera totalement éradiquée dans les 2 provinces de l'Est? Êtes-vous convaincu, sincèrement? Écoutez, je pense que toutes les bonnes volontés sont bienvenues. Nous avons, au-delà du fait que ces militaires sont kenyans ou népalais ou d'une autre nationalité, ils apportent une nouvelle compétence, ou en tout cas une plus grande flexibilité, une plus grande rapidité, une plus grande force de réaction rapide. Et c'est ce dont nous avons besoin pour pouvoir répondre de manière plus rapide et plus réactive aux multiples menaces qui continuent de toucher la population autour de Beni, du fait de la dispersion et du modus operandi des ADF. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Nous rendons la place à l'actualité sur Radio Okapi. Merci. Merci aussi.